Urgent, la Russie en larmes, l'enfer à Dubaï. Des milliers de Russes sont piégés sous les missiles et explosions. Plus de vols de retour, c'est le choc. Gerasimov échoue, le sud brûle, purge totale. En direct, les Ukrainiens ont percé précisément là où les Russes fuient, abandonnant leur position. L'Ukraine reprend son contre-offensive dans les forces armées ukrainiennes. Le rythme s'est emballé, c'est arrivé. La Géorgie et la Transnistrie ont mis le feu à la Russie. Les armées sont expulsées sur 3 axes à la fois. La situation a échappé au contrôle du Kremlin. L'Ukraine a décidé d'aider ses voisins. Loukachenko est paniqué pendant qu'on fait ses valises. Ça chauffe à Minsk. Triple coup dur pour Poutine. Détails à suivre dans ce numéro. Point chaud, le piège s'est refermé. Des milliers de Russes en enfer aux Émirats arabes unis. Pas de plage, mais des roquettes. Du champagne aux caves. Pas de vol retour. Les vacances sont devenues une quête mortelle. Le Moyen-Orient s'embrase. Désormais, les touristes russes se retrouvent au cœur du conflit. Détails à suivre. Comment? On doit avouer que c'est vraiment exceptionnel ici, n'est-ce pas? La guerre a atteint les Émirats arabes unis. Hier encore, soleil brûlant, piscine et gratte-ciel. Aujourd'hui, des informations sur des frappes de missiles iraniennes. La région, qui pendant de longues années s'est vendue comme une île de stabilité au Moyen-Orient, s'est retrouvée en zone de turbulence militaire. Cette situation s'avère actuellement extrêmement douloureuse. Pour les touristes russes, encore une fois, après 2022, les habitants des Réfis ont commencé à déménager massivement à Dubaï. Ils ouvraient des comptes, achetaient de l'immobilier, faisaient venir leur famille. Qui n'avaient jamais voulu penser à la guerre. Cela leur était désagréable. Cela ne les intéressait pas. Ils n'avaient non pas la tête à ça. Ils voulaient en vivre leur petite vie ou une grande vie avec beaucoup d'argent. Dubaï est un refuge bien connu pour ceux qui ne voulaient pas penser à la guerre. Et elle est venue à eux. Ce que les Russes imposent au monde entier depuis des années les a rattrapés dans le golfe Persique. Sur ce, nous sommes à 1h du matin dans un abri anti-bombe. Ceux qui encore hier disaient « Nous sommes en dehors de la politique. La politique, maintenant, c'est elle qui est venue à eux. » Des drones et des missiles volent. Ils sont tombés juste à côté de notre maison. Nous nous trouvons dans le quartier de Palm Jumeirah à Dubaï. Et aujourd'hui, il y a littéralement peu de temps, la police de Dubaï a envoyé une alerte demandant à tout le monde de se cacher dans un abri, c'est-à-dire sur les places de parking ou dans des abris anti-bombes qui n'existent pas à Dubaï. Cela n'est jamais arrivé ici auparavant. Le 28 février, Dubaï a subi l'une des attaques les plus massives. Des drones et des missiles tombèrent pratiquement au centre-ville. L'hôtel Fairmont de Palm, sur l'île artificielle de Palm Jumeirah, a été touché par les tirs. Un incendie s'est déclaré aux étages supérieurs. 4 personnes ont été blessées. Le redoutable démon Herman est en train de brûler. Oh mon Dieu, quel spectacle absolument terrifiant et quelle horreur. La légendaire Burj Al Arab a également été attaquée. Après l'impact d'un drone, une partie de la façade a pris feu. Ici, il y a juste quelque chose qui a brûlé dans le ciel à l'intérieur. Il y a du feu là-bas. Quelque chose vient de prendre feu juste derrière la burge. Et il y a eu une très forte explosion. L'Iran continue d'attaquer Dubaï. Le travail de la défense aérienne ne s'arrête pas. La ville, habituée à vivre à un rythme effréné 24 heures sur 24, s'est pratiquement figée. Les gens se cachent des frappes dans les chambres d'hôtel et dans les parkings souterrains. Le magnifique opéra de Dubaï, ainsi que le Burj Khalifa, il n'y a vraiment presque plus personne. Quelques personnes se promènent tranquillement ici, mais il n'y a absolument pas les grandes foules habituelles aujourd'hui. L'un des missiles est tombé à quelques mètres. Des appartements de luxe et des villas privées où séjournent notamment des touristes russes. Les vitres des bâtiments ont volé en éclats, les façades ont été criblées d'éclats. Voici notre immeuble. Et c'est ici qu'est tombé le missile. En ce moment aussi, quelque chose vole. Les responsables sont arrivés.
Le fonctionnement des principaux aéroports de Dubaï, International et Al Maktoum a été pratiquement interrompu après qu'un drone a frappé l'un des terminaux. Selon l'Association des tours opérateurs de Russie, au moins 20 000 touristes russes sont bloqués aux Émirats arabes unis. Les terminaux sont fermés. Nous attendons à l'entrée. Tout est calme autour de nous. Nous attendons. Il y a de l'eau ici. Les touristes russes essaient de quitter le pays non seulement par avion, mais aussi par la mer. Les Russes achètent des billets pour des croisières, espérant ainsi contourner les restrictions aériennes et quitter la région via le golfe Persique. Cependant, cet itinéraire s'est également avéré inaccessible. En raison de la fermeture de l'espace aérien, des dizaines de touristes russes se sont retrouvés piégés à l'île Maurice, une petite île de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis, ils devaient prendre une correspondance pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, le consulat général de Russie à Dubaï a publié une note d'information à l'attention de ses ressortissants. Dans le contexte de l'aggravation de la situation dans la région, nous vous demandons de rester calme et de prendre des mesures de précaution raisonnables, indique le communiqué publié sur la chaîne Telegram du consulat. Une instruction sur la façon de se protéger en cas de danger lié aux drones, à l'aviation ou aux missiles y a également été jointe. Ils ont également donné des conseils utiles. Nous vous recommandons d'évaluer objectivement vos capacités financières et de vous préparer à payer vous-même votre hébergement. Calculez vos finances pour un séjour d'au moins une semaine. Si vous n'avez plus d'argent, essayez d'utiliser Internet à votre hôtel. Recherchez d'autres options d'hébergement. Et tandis qu'une partie des touristes rêvent paniqués de rentrer chez elles, d'autres continuent de profiter de leurs vacances, comme si de rien n'était autour d'eux. Ils bronzent sur les plages, se baignent dans la mer et construisent des châteaux de sable avec leurs enfants, sur fond de drones et de missiles qui passent au-dessus. Eh bien, il faut dire que ce genre de choses ne semble absolument arrêter personne du tout. En aucune façon. Dubaï, qui a construit pendant des décennies son image de centre mondial sûr et stable, se retrouve désormais entraîné dans un grand conflit où même les stations balnéaires luxueuses et les gratte-ciel étincelants ne garantissent plus d'être à l'abri des conflits géopolitiques. Nettoyage total du sud, les occupants fuient en abandonnant tout, l'Ukraine reprend ses terres en direct. La contre-offensive prend une ampleur folle. Des centaines de kilomètres carrés repassent sous le contrôle de l'Ukraine. Chaque jour, de nouveaux territoires tombent entre les mains des défenseurs, tandis que les occupants paniquent. Leur défense s'est effondrée comme un château de cartes. Découvrez tous les détails brûlants dès maintenant. les forces de défense ukrainiennes avancent avec succès dans la direction d'Alexandrovsk et reprennent aux ennemis une localité après l'autre. Aujourd'hui, je peux féliciter avant tout notre armée, toutes les forces de défense et de sécurité bien sûr, car à ce jour, 300 km ont été libérés. Nous savons que le commandement russe de niveau intermédiaire a peur de rapporter ce qui s'y passe. Ils ne peuvent même pas imaginer comment cela a pu arriver, car sur leur carte, c'est un territoire qu'ils contrôlent. Mais, pour être honnête, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le territoire qu'ils contrôlent, pour être honnête, n'existe déjà plus. Pour être plus précis, à ce jour, ce sont déjà 400 km² qui ont été libérés. Les analystes affirment que cela détruit déjà les plans de l'ennemi pour la campagne offensive du printemps et de l'été. Maintenant, elle se dirige vers Gouliaïpol et plus à l'ouest, vers l'arrière profond de la Fédération de Russie, afin, disons, de couper les forces ennemies qui ont tenté de s'enfoncer trop loin dans la région de Dnipropetrovsk, dans la région de Zaporijia. Et maintenant, ils subissent d'énormes pertes personnelles. Et le plus remarquable, le plus important dans cette situation, mes amis, c'est que l'offensive se développe sans relâche. C'est le premier, le plus significatif, le plus important facteur sur lequel l'Ukraine a pris l'avantage. Le ministère russe de la Défense a déclaré que cela n'avait rien à voir avec l'arrêt du programme Starlink. En général, les Russes les utilisaient exclusivement comme tactique de diversion. La désactivation du terminal Starlink n'a pas affecté le système de commandement et de communication des troupes et des unités dans la zone de l'opération militaire spéciale. Les systèmes de communication et de commandement en service assurent un échange d'informations stable via des canaux sécurisés.
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que les terminaux Starlink sont désactivés depuis déjà 2 semaines, mais cela n'a pas affecté l'intensité ni l'efficacité des systèmes de drones des troupes, ce qui est confirmé par des données de contrôle objectif, la destruction de matériel et de forces ennemies. Mais les correspondants de guerre russes se plaignent qu'avec la coupure de télégramme, les communications se sont effondrées. Et les autorités russes s'en moquent. Elles craignent davantage les protestations à l'intérieur du pays et détruisent donc toutes les possibilités de communication incontrôlée. Starlink a été coupé, bien sûr. Si Telegram l'a été de leurs propres mains, Starlink l'a été par d'autres. Cela, apparemment, a été officiellement jugé souhaitable au plus haut niveau de la Fédération de Russie. Et vous savez quoi ? Et à l'avenir, il y aura probablement des décisions, disons pas simples, entre guillemets, si bien que nos autorités ont décidé qu'il valait mieux que cela serve à l'armée, même si c'est difficile. Mais il pourrait y avoir dans un avenir plus ou moins proche des événements particulièrement difficiles et désagréables. En fait, dans la vie quotidienne du pays, qui pourraient être susceptibles de déclencher de très grandes protestations sociales. D'énormes problèmes de communication. En ce moment, sur le front, les Russes rencontrent aussi, bien sûr, des difficultés, aussi bien dans la campagne à venir qu'ils avaient planifiée et qui est déjà en train d'échouer pour Poutine. Et bien sûr, dans la situation qui existe sur le terrain, comme ils aiment le dire en Russie, au sein du commandement politico-militaire, si nous parlons de ces actions offensives des forces armées ukrainiennes dans la direction sud. Les partenaires vont augmenter les livraisons d'armes offensives à l'Ukraine ainsi que de moyens de défense anti-aérienne afin de protéger plus efficacement l'arrière. Le soutien en matière de drones va également s'accroître. Cela concerne les frappes de précision et le niveau de soutien de base, y compris pour les unités de drones d'assaut qui fonctionnent de manière assez efficace. Il y aura également certaines annonces concernant l'artillerie à guidage laser. Autrement dit, nous prévoyons d'augmenter les livraisons de cette artillerie, plus précisément d'en recevoir davantage de la part de nos partenaires, de l'artillerie. Il est évident que dès que Poutine perdra cet atout, dès que ses missiles et ses drones ne pourront plus atteindre leur cible et sa guerre, cela deviendra encore plus problématique pour lui, car ces attaques sont également diffusées à la télévision et sur des chaînes Telegram russes. Et quand tout cela aura disparu, de quoi pourra-t-il se vanter ? Que va-t-il montrer et démontrer ? Et surtout, de quoi va-t-il menacer ? Absolument rien. La Russie a aussitôt dénoncé des livraisons européennes, des armes nucléaires et des projets d'attaque terroristes contre les infrastructures gazières. Eh bien, les médias ont probablement commencé à parler de leurs tentatives ou de leurs intentions d'utiliser ne serait-ce qu'une forme quelconque de composants nucléaires. Ils comprennent probablement comment cela pourrait se terminer. En ce moment, nos informations opérationnelles sont également relayées par les médias. Celles d'aujourd'hui, cela doit être le cas, probablement, si tu n'as pas eu le temps de regarder quoi que ce soit. Mais il s'agit d'une possible explosion de nos systèmes gaziers au fond de la mer Noire. C'est ce qu'on appelle le Turkish Stream et le Blue Stream. Ils n'arrivent pas à se calmer à ce sujet. Il est évident que la situation de Poutine et de son armée devient de plus en plus difficile et qu'elle va empirer tant qu'il compte poursuivre sa guerre d'agression. Urgent. Le monde entier est entraîné dans une grande boucherie. Ce n'est plus un conflit local. Le Moyen-Orient est officiellement devenu l'épicentre de la Troisième Guerre mondiale. Poutine a lâchement abandonné Téhéran. La Russie observe en silence la destruction de son unique partenaire. Les sirènes hurlent sans interruption. Le ciel est embrasé. Tous les détails de ce qui se passe à suivre. Il n'y aura pas de trêve. Au contraire, tout le Moyen-Orient entre en guerre. Même des pays européens se joignent au conflit. L'Iran a officiellement refusé de négocier avec les États-Unis et Téhéran est prêt à mener une guerre de longue durée. D'autant plus qu'ils attaquent tout le monde sans distinction. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et l'Irak ont déjà été pris pour cible par Téhéran. Même la base aérienne britannique d'Akrotiri à Chypre a été visée. Un drone y est arrivé. Le ministère britannique de la Défense a confirmé l'attaque. Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré que la base avait subi des dégâts mineurs. Je
Je souhaite clarifier que notre pays ne participe en aucune manière et n'a pas l'intention de participer à quelque opération militaire que ce soit. L'Iran dirige principalement sa colère contre Israël, souvent sur des quartiers résidentiels ordinaires. Cependant, lundi matin, une frappe a également visé la direction politico-militaire. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, déclare avoir attaqué le bureau de Netanyahou. Le commandement de l'armée de l'air israélienne aurait également été visé. Israël, ainsi que les bases américaines et européennes, ne sont pas la seule cible de l'Iran. Les infrastructures pétrolières sont également attaquées par les Iraniens. Téhéran a déjà frappé une raffinerie en Arabie Saoudite. On sait également qu'une attaque de drone a visé des plateformes pétrolières offshore des Émirats arabes unis. En raison des frappes contre l'industrie pétrolière ainsi que de l'incertitude concernant le fonctionnement du détroit d'Ormuz, par lequel transitent la plupart des pétroliers et qui est contrôlé par l'Iran, le prix de l'or noir a grimpé à plus de $80 le baril. En règle générale, environ 1/5 du pétrole mondial issu du gaz naturel liquéfié transite chaque jour par Ormuz. L'Iran a affirmé que la voie navigable restait ouverte, mais a également confirmé les attaques perpétrées dimanche contre 3 pétroliers. Nous sommes dans la tour. Gaz. Israël et les États-Unis contrôlent de fait l'espace aérien au-dessus de l'Iran et continuent de détruire méthodiquement son infrastructure militaire et de défense. En réponse, l'Iran a officiellement déclaré qu'il ne prévoyait pas de développer des missiles capables d'atteindre le territoire des États-Unis. Mais les frappes contre les bases américaines à l'étranger sont qualifiées de « une réponse juste ». Vous avez dit que vos missiles ne pouvaient pas atteindre les États-Unis. Vous ne cherchez pas à atteindre les États-Unis, mais vous avez aussi dit que cela pourrait être nécessaire dans le cadre de la légitime défense. Pour être clair, vous garantissez que l'Iran ne construit pas et ne construira pas de missiles capables d'atteindre les États-Unis? Je peux le confirmer? Oui. Monsieur, si cela représente une ligne rouge pour vous, pourquoi les attaques contre des bases aériennes américaines à l'étranger sont-elles justifiées? Parce qu'ils nous attaquent. Mais les pays qui ont souffert des frappes de l'Iran n'y voient clairement aucune justice. Par ses actions, Téhéran ne fait qu'augmenter le nombre de ses ennemis. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite rejoignent déjà la guerre contre l'Iran. Les 2 pays ont fermement condamné les actions de Téhéran et ont averti des conséquences en cas de nouvelles violations de la souveraineté des États voisins. Et même la France est prête à entrer en guerre. La France est prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et au principe de légitime défense collective prévu par le droit international, à participer à leur protection. Seule la Russie n'est pas prête à passer à des actions actives. Là-bas, ils ont une fois de plus déclaré qu'ils restaient en contact permanent avec la direction iranienne. En termes simples, ils gardent la situation sous contrôle, mais n'ont pas l'intention d'agir. Nous, a-t-il dit, et la Chine. La Chine a appelé toutes les parties impliquées dans le conflit iranien à cesser les hostilités et à prévenir toute escalade du conflit. Les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ont violé le droit international et la Chine est profondément préoccupée par les conséquences pour les pays voisins. Les analystes affirment que les 48 prochaines heures seront décisives. Soit le régime iranien capitulera, soit il y aura une nouvelle escalade. Après la mort de l'ayatollah Khamenei, les protestations se sont intensifiées dans le pays. On signale également des tensions entre l'armée régulière iranienne et le corps des gardiens de la révolution islamique. Le risque d'escalade nucléaire est trop élevé. De plus, l'Iran a annoncé la destruction d'un site nucléaire à Natanz. L'AIEA met en garde contre le risque. Fuite de radiation. Expulsion de Russie, le Kremlin piégé, l'armée de Poutine chassée de 3 pays. Loukachenko se prépare à l'effondrement. La Géorgie et la Transnistrie, un second front est ouvert. La situation a brusquement changé, la Russie perd tout. Voyez les détails. Alors que la Russie tente de maintenir le front en Ukraine, la géographie même de la guerre commence à changer. Kiev agit de plus en plus activement là où, il n'y a pas si longtemps, l'influence de Moscou était considérée comme inébranlable, en Biélorussie, en Transnistrie et en Géorgie.
La minimisation de l'influence de la Fédération de Russie au-delà de ses frontières est une priorité de sécurité non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble du monde civilisé et avant tout pour le continent européen. C'est pourquoi, ici, les objectifs de l'Ukraine, de l'Europe et en général de l'Occident sont absolument similaires. Ils sont identiques. La Biélorussie s'enfonce de plus en plus dans la guerre. C'est précisément depuis son territoire que la Russie lance des drones sur les villes ukrainiennes. Mais, selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a déjà détruit les installations qui assuraient le contrôle de ces drones. Des relais modernes pour les drones Shahed sont apparus sur le territoire biélorusse. Selon lui, ils sont responsables de la direction et de la coordination des frappes contre l'Ukraine. Mais cela ne s'arrêtera pas là, car les dictateurs de ces pays ont signé un certain nombre de documents dans le cadre de l'État de l'Union. Voilà comment la Russie absorbe lentement mais sûrement le Bélarus. Dans la situation internationale actuelle, sur fond de tensions, notamment aux frontières occidentales, il nous est vital de développer les relations d'alliance et de partenariat stratégiques entre la Biélorussie et la Russie. Parallèlement, à l'intérieur même de la Biélorussie, la résistance au régime de Loukachenko persiste. La tenue de nouvelles élections, la réforme constitutionnelle, le soutien à l'Ukraine et l'orientation européenne du développement sont autant d'objectifs de l'opposition biélorusse. En analysant les capacités de l'opposition biélorusse, tout comme en analysant celles de l'opposition russe, l'une comme l'autre, elles sont factices, artificielles, elles semblent exister. Dans les régimes totalitaires de Loukachenko et Poutine, ils ne font, sans aucun doute, qu'imiter une certaine activité. Il y a un mois, pour la première fois depuis 2020, une rencontre bilatérale a eu lieu entre Volodymyr Zelensky et la chef de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya. Mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est une bonne chose. Encore une fois, d'après les derniers commentaires de Tikhanovskaya elle-même après ce contact avec le président ukrainien, un certain contact horizontal s'est établi avec les services spéciaux ukrainiens qui ont commencé à communiquer activement, de manière régulière et non plus ponctuelle, avec les représentants de l'opposition biélorusse. Cela, encore une fois, afin de comprendre et de saisir l'état d'esprit au sein même de la Biélorussie. Une autre zone potentielle de changement reste la Transnistrie. Affaiblie par la crise économique et énergétique, la région s'est retrouvée pour la première fois depuis des années au centre de l'attention de Kiev et de ses alliés européens. Par exemple, en ce qui concerne les armes, les militaires, le gaz ou encore l'électricité. À l'heure actuelle, la Fédération de Russie se trouve dans l'incapacité totale de leur apporter la moindre assistance dans tous ces domaines cruciaux. Cette situation de blocage génère, de manière tout à fait compréhensible et sans l'ombre d'un doute, un profond sentiment d'amertume et de frustration au sein même de la population de Transnistrie. Parallèlement à ces développements inquiétants qui pèsent sur la région, l'Union européenne a posé un ultimatum au Kremlin. La Russie a occupé de nombreux territoires et ses troupes sont déployées dans différentes régions, que ce soit en Géorgie ou en Moldavie. C'est pourquoi, oui, vous savez, pour parvenir à une paix durable, il doit être clair qu'ils doivent retirer leurs troupes de tous les territoires occupés où elles sont actuellement présentes. Bien sûr, certains disent que ces exigences sont irréalistes, mais soyons honnêtes, les exigences de la Russie sont totalement irréalistes. Dans les initiatives européennes, on entend de plus en plus souvent l'exigence du retrait des troupes russes, non seulement d'Ukraine, mais aussi de Transnistrie et même de Géorgie. En fait, un nouveau système de sécurité est en discussion. La configuration, justement en ce moment, pour une telle prise de conscience des habitants de la Transnistrie, face à la réalité, elle est aujourd'hui plus évidente que jamais. Mais alors qu'en Transnistrie, la Russie est isolée, en Géorgie, elle conserve de puissants leviers militaires directs. En Abkhazie et en Ossétie du Sud, tout en maintenant le reste du pays dans une forte dépendance économique. L'influence exercée par ces puissances en Fédération de Russie et en Géorgie ne se manifeste plus de manière aussi claire et évidente qu'auparavant, à une époque où de tels projets économiques et logistiques d'envergure mondiale
n'étaient pas encore conçus et mis en œuvre à une telle échelle les grands acteurs, la Géorgie pourrait alors tout à fait devenir, disons, une sorte de zone tampon totalement neutre. Et ainsi de suite. Bien entendu, les habitants de Géorgie eux-mêmes ne sont pas satisfaits de cela. Je suis ici pour une raison très simple. Défendre mon avenir européen et la démocratie dans mon pays. Nous avons participé aux élections et elles ont clairement été falsifiées. Et jusqu'à présent, nous avons tout fait pour montrer que nous voulons un avenir européen. Nous ne voulons pas faire partie de la Russie, nous voulons faire partie de l'Europe et nous appartenons à l'Europe. La guerre ne se poursuit pas seulement sur le champ de bataille. Aujourd'hui, l'affrontement entre la Russie et l'Occident se manifeste de plus en plus clairement au-delà de l'Ukraine, dans des pays où se joue la sécurité future de toute la région. L'Ukraine a activé le dôme de la mort, les Shaheds s'évaporent dans les airs, Poutine est furieux, l'état-major russe a reconnu l'effondrement. Urgent, l'ère des raids russes est terminée, c'est arrivé. Le ciel est verrouillé, une véritable chasse aux drones russes a commencé. C'est le début de la domination totale de l'armée ukrainienne dans les airs. Regardez. Là-haut, un AN-28 à bord, guidage laser et mitrailleuse minigun. C'est ainsi que la défense antiaérienne ukrainienne lutte actuellement contre les Shaheds russes. Et de telles innovations portent leurs fruits. Jeudi matin, l'agresseur a lancé une nouvelle attaque combinée contre l'Ukraine. 420 Shaheds et 32 missiles. Seuls 46 Shaheds et 5 missiles ont atteint leur cible. Tous les autres ont été abattus ou neutralisés. Le président de l'Ukraine a souligné le taux élevé d'interception et l'excellent travail de la défense anti-aérienne. Plus de 30 missiles russes ont été abattus, la plupart visaient précisément le secteur énergétique. Il a été possible de protéger des sites très importants. En ce qui concerne les Shaheds, les résultats sont également là. Chaque nuit, lorsque notre défense anti-aérienne dispose de suffisamment de réserves, lorsque nos partenaires tiennent leurs engagements, nous avons la possibilité d'obtenir de tels résultats et d'abattre ces cibles. L'Ukraine a intercepté les missiles anti-navires, 2 Tsirkon et 24 Kh 101. Les Russes les lancent à peine sortis d'usine. La Russie fabrique des missiles Kh 101 à la chaîne, comme des petits pains. L'ennemi a déjà commencé à les utiliser dès qu'ils sortaient de l'usine, et en janvier, nous avons constaté l'utilisation de missiles qui venaient tout juste de sortir de la chaîne de production ce même mois. La Russie a commencé à utiliser pour les frappes en Ukraine des missiles fabriqués en 2026 et ce n'est pas par choix. Les occupants doivent mettre à genoux le secteur énergétique ukrainien. À n'importe quel prix, mais grâce à l'efficacité de la défense anti-aérienne, ils n'y parviennent pas. En plus des livraisons récentes de missiles PAC-3 de la part de nos partenaires, le nouveau ministre de la Défense, Mikhail Fedorov, et son équipe ont mis en place le système After Action Review, qui analyse chaque attaque russe et permet de prendre des décisions pour renforcer la défense anti-aérienne. Notre principale priorité au cours du premier mois a été la défense anti-aérienne. C'était une réaction rapide face au bombardement intensif des Russes. Notre tâche était de renforcer le système de défense anti-aérienne. Pour cela, nous avons mis en place le système After Action Review. Mikhail Fedorov, ministre de la Défense de l'Ukraine. Au cours des dernières semaines, les forces aériennes des forces armées ukrainiennes ont commencé à agir plus efficacement. Certaines choses ont pu être réorganisées dans la défense contre les attaques massives russes. Ces actions ont porté leurs fruits. La croissance significative du taux d'interception des missiles de croisière et des drones ennemis témoigne de l'efficacité accrue de la défense anti-aérienne. Il est évident que l'After Action Review que l'équipe de Fedorov mène aujourd'hui avec les forces aériennes et les unités de défense anti-aérienne légère, elles apportent une contribution utile aux changements que nous appliquons ensuite lors des attaques massives suivantes pour contrer les drones et missiles ennemis. C'est pourquoi il y a clairement des évolutions positives qui se sont produites. Elles ont influencé la qualité du travail des forces de défense anti-aérienne aujourd'hui.
La défense annonce le début de changements systémiques pour le système antiaérien. Et pas seulement. Le travail évolue aussi pour les intercepteurs mobiles et la petite défense antiaérienne, rendant les attaques massives russes moins efficaces. Moscou, prépare-toi, le chasseur ukrainien est déjà dans les airs, le monstre balistique réduit le LRF en cendres. Gerasimov tremble, le Kremlin est vulnérable. La balistique secrète ukrainienne, jadis mythique, frappe désormais. Exploit des ingénieurs ukrainiens. Voici les détails. Le missile ukrainien que craignent aujourd'hui non seulement nos ennemis, mais qui, grâce à sa précision et à son faible coût de production, inquiète même les partenaires de Kiev. En février 2022, nous avons demandé à nos partenaires occidentaux de fermer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. En février 2026, c'est déjà l'Europe qui demande à l'Ukraine de partager son expérience unique. Comment faire cela soi-même ? C'est une technologie très simple. Il n'y a rien de compliqué ici. De nombreux livres ont été écrits à ce sujet, tout y est expliqué. Comment c'est fait, ce qu'il y a de difficile. Comme il s'est avéré, les technologies modernes de défense anti-aérienne américaines et européennes présentent un énorme défaut, leur coût. Même si, technologiquement, les armements occidentaux n'ont pas d'égal compte tenu des réalités actuelles du combat, l'OTAN ne pourra se défendre contre les missiles et les drones ennemis que pendant quelques jours. L'Occident n'a tout simplement pas les moyens d'en faire plus. Après tout, chaque missile coûte des dizaines, voire des centaines de fois plus cher que les drones qu'il touche. Intercepter un Iskander coûte actuellement plus de 6 millions de dollars. L'Ukraine vient ici en aide à l'Occident avec son missile Flamingo, une arme unique en son genre. Nous voulons faire baisser ce coût à 1 million et demi pour que l'interception d'un Iskander coûte... Grâce au missile FP9. Avec le missile FP7, le Flamingo ukrainien démontre déjà une efficacité et une précision sans précédent en attaquant des cibles stratégiques en Russie. La fusée, créée en un temps record, est devenue un nouveau casse-tête pour Poutine et ses généraux. Puisque le développement est entièrement national, les forces armées ukrainiennes n'ont pas besoin d'autorisation. Ils peuvent frapper avec le Flamingo où ils le souhaitent. Et où c'est nécessaire ? Le seul problème auquel nos développeurs doivent faire face, c'est la montée en échelle. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de produire chaque mois une quantité suffisante de missiles pour les forces armées ukrainiennes. C'est une arme stratégique. Malheureusement, une arme stratégique ne peut pas aujourd'hui être achetée ou lancée comme des petits pains chauds. Pas dans les mêmes quantités que ce qui se passe avec les FPV. Pour que tout le monde voit l'effet, et qu'il atteigne chaque foyer. Mais d'après les missions qui ont été réalisées jusqu'à présent, nous voyons qu'elle répond pleinement aux objectifs que nous lui avons fixés. Pour l'instant, il n'y a pas assez de missiles nationaux pour frapper toutes les cibles sur le territoire de la Fédération de Russie, et nos partenaires occidentaux doivent nous aider à cet égard. Ainsi, le Royaume-Uni développe un nouveau missile balistique de frappe en profondeur pour l'Ukraine. Nous pouvons constater qu'il s'agit avant tout d'un missile qui peut être rapidement produit à grande échelle et qui constitue un moyen relativement peu coûteux. Car le gouvernement britannique insiste sur le fait que cet outil doit être rentable, c'est-à-dire qu'il doit répondre aux besoins de l'époque. Car nous constatons que les forces armées disposent de beaucoup de ce type d'équipement et cela ne doit pas coûter trop cher. Dans le cadre du projet Nightfall, la Grande-Bretagne a lancé un appel d'offres pour le développement accéléré de missiles balistiques destinés à des opérations de combat dans des conditions de menace élevées et de fortes interférences électromagnétiques. La fusée anglaise moderne pourra être lancée depuis différentes plateformes, effectuer une série de tirs et quitter sa position en quelques minutes. Le système sera équipé d'une ogive explosive de 200 kg. Elle se distinguera par une grande précision et une portée allant jusqu'à un demi-millier de kilomètres. 500 km. Cela couvre entièrement tout le territoire temporairement occupé de l'Ukraine. Cela couvre également une partie importante du territoire européen de la Fédération de Russie.
Et à cette profondeur, l'ennemi place aussi bien ses états-majors de haut niveau, c'est-à-dire à partir de la brigade jusqu'au niveau divisionnaire, ainsi qu'au niveau de l'armée et du groupe de force. Ce sont également des centres logistiques très importants, c'est-à-dire des lieux de concentration de carburant, de lubrifiants et de dépôts de munitions. En combinaison avec le Flaming ukrainien, le missile britannique peut considérablement réduire l'envie du Kremlin et de Poutine en personne de poursuivre leur mouvement. Au lieu de lancer des frappes de missiles sur des villes ukrainiennes pacifiques, le chef du bunker devra simplement se défendre sans fin contre les missiles des forces armées ukrainiennes. La quantité et l'intensité du travail de nos forces de sécurité utilisant des drones d'attaque, y compris contre des cibles stratégiques, épuisent les forces de la défense antiaérienne de l'ennemi, et la combinaison de l'utilisation d'armes balistiques et de drones d'attaque peut déjà porter un coup ciblé à certains sites critiques pour l'ennemi. Et cela n'ira qu'en empirant, du moins pour le Kremlin. Les développeurs ukrainiens promettent d'atteindre d'ici la fin de cette année les volumes nécessaires de livraison de missiles balistiques pour les forces armées, tout en créant parallèlement de nouveaux types d'armes de pointe. Cette année vise la balistique, et d'ici 3 ans, un bouclier antimissile pour toute l'Europe. C'est tout pour aujourd'hui. Pour d'autres nouvelles brûlantes du front, regardez notre prochaine édition.